Pendant des années, l'histoire de Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, a été soigneusement construite, mêlant romance moderne et rébellion institutionnelle. Mais aujourd'hui, cette histoire se défait peu à peu, sous l'effet d'une nouvelle vague d'allégations liées à l'ADN et d'anomalies dans les actes de naissance, passés des tréfonds, des spéculations Internet à la lumière crue et impitoyable de l'examen médiatique. Au cœur de ce bouleversement majeur se trouvent deux figures devenues les principaux antagonistes de l'affaire Sussex, Tom Bower, le doyen incontesté des biographes d'investigation, et Lady Colin Campbell, la voix franche de la vieille garde. Ensemble, ils ont constitué un dossier de questions qui dépasse le simple cadre des intrigues de palais et touche au fondement constitutionnel même de la monarchie britannique. La réaction de Harry sa femme a été qualifiée par des sources internes de furieuse, une tentative désespérée d'étouffer une controverse qui refuse de rester confinée au mur du palais. Pour comprendre pourquoi ce moment précis semble si dangereux pour les Sussex, il faut d'abord saisir l'importance de ce qui mène de la charge. Tom Bower n'est pas un chroniqueur de tabloïd en quête de sensationnalisme. C'est un historien rigoureux des puissants. Depuis des décennies, Bower s'est forgé une réputation en démantelant les façades soigneusement construites par les magnats, des médias, les premiers ministres et les grands patrons. Sa méthode est un siège lent et méthodique. Il interroge ceux qui étaient réellement présents, ceux qui ont signé les accords de confidentialité, et ceux qui ont été écartés lorsqu'ils ne servaient plus le récit officiel. Lorsque son livre Betrayal est paru en mars 2026, il n'a pas seulement grimpé dans les listes de best-sellers. Il a bouleversé le climat des débats sans mèche au sein de la famille royale. Bower ne s'appuie pas sur des sources anonymes. Il s'appuie sur le silence des preuves. À ses côtés, Lady Colin Campbell exerce une autorité différente, plus viscérale. Ayant vécu au sein des hiérarchies rigides de la haute société des Britanniques, elle possède une compréhension intuitive du protocole royal et des traditions médicales. Elle passe Sanchi Isnalmin. Elle passe une troll d'Internet se cachant derrière un clavier. Elle engage son nom, son titre et sa réputation professionnelle pour chacune de ses affirmations. Lorsque ces deux voix convergent sur un même sujet, le monde retient son attention, non pas parce que les allégations sont scandaleuses, mais parce que la responsabilité est bien réelle. Le cœur de la controverse réside dans des incohérences documentées, entourant les naissances d'Archie et de Lilibet, événements qui auraient dû être les plus simples de la vie publique du couple. Le récit officiel de la naissance d'Archie, le 6 mai 2019, a toujours été source de nombreuses incertitudes. Lors de l'interview historique du couple sur CBS, Meghan a déclaré avec désinvolture qu'elle n'avait jamais envisagé d'accoucher à l'hôpital, insistant sur son désir d'un accouchement à domicile. Or, cette affirmation contredisait de manière flagrante le récit largement diffusé de l'hôpital de Portland, désormais ancré dans les archives publiques. Dans le monde de la monarchie où chaque détail d'une naissance relève de l'État, une telle divergence n'est pas un simple lapsus. C'est une faille structurelle dans le récit officiel. Tom Bower a poussé cette chronologie encore plus loin, remettant en question la validité même des documents officiels, confirmant la date du 6 mai. Puis il y a eu ce moment qui reste gravé dans la mémoire des observateurs royaux, la première apparition publique de Harry avec son nouveau-né. S'adressant aux caméras, alors que Archie n'avait officiellement que 48 heures, Harry a fait remarquer à quel point les bébés changent en 2 semaines. Un lapsus qui pourrait être attribué à la fatigue d'un jeune père, mais Lady C soutient que dans cette stratégie de dissimulation, rien n'est dû au hasard. Si la naissance d'Archie fut entourée de confusion, l'arrivée de Lilibet en juin 2021 fut un véritable festival d'anomalies médicales et administratives. En apparence, tout allait bien. L'hôpital Santa Barbara Cottage,
une petite fille en pleine santé, une heureuse nouvelle. Mais derrière cette apparente simplicité, Bauer et Lady C découvrirent une série de détails illogiques. Le plus surprenant était sans doute l'anecdote de la post-tacos. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles Meghan, en plein travail, aurait insisté pour s'arrêter manger sur le chemin de l'hôpital. Lady C, avec une précision clinique, fit remarquer que le travail est une épreuve physiquement éprouvante et intense qui ne laisse aucune place au détour pour un repas rapide. Soit le travail ne se déroulait pas comme un processus biologique normal, soit le calendrier présenté au public était une invention. S'en est suivi un délai de 48 heures avant l'annonce officielle, un retard sans précédent dans une famille où les naissances sont traditionnellement annoncées avec la rapidité d'un décret d'État. Lady C a publiquement suggéré que le bébé n'était peut-être pas encore né au sens conventionnel du terme. Au moment où les annonces ont commencé, une insinuation qui est restée sans réponse. L'enquête administrative n'a fait que se complexifier. Lady C a relevé un détail précis sur l'acte de naissance qui a provoqué un véritable séisme dans les milieux juridiques. Un indicatif régional associé au Colorado figurait sur un document attestant d'une naissance officiellement enregistrée en Californie. Dans le domaine de l'état civil, une telle distinction n'est pas une simple erreur matérielle. C'est un signal d'alarme majeur concernant la juridiction. Si le document a été enregistré sous un code du Colorado pour une naissance en Californie, cela soulève des questions fondamentales quant au lieu réel de l'événement et aux personnes présentes. Comble du mystère, la professionnelle de santé publiquement associée à la naissance de Lilibet a brusquement cessé son activité et s'est retirée de la vie publique à la fin du même mois. Sans explication, sans fête de départ, à la retraite, juste une disparition discrète. Pour un esprit d'investigation comme celui de Bauer, il s'agit d'un élément crucial qui mérite toute notre attention dans ce climat de silence. Au-delà des documents, il y a l'aspect visuel, la mise en scène et des grossesses que des millions de personnes ont suivies en direct. Lady C a utilisé le terme « mise en scène » pour décrire l'apparence physique de Meghan lors de sa première grossesse, un terme qui a divisé l'opinion publique. Des critiques ont évoqué la théorie du « moon bump », citant des images où le ventre de Meghan semblait se déplacer, changer de taille, voire même se dégonfler, en fonction de sa tenue et de l'occasion. Les apparitions en robe violette et ensuite manteau rouge sont devenues des références emblématiques pour ceux qui pensent que les preuves visuelles ne correspondaient pas à la réalité biologique. Si les partisans de Lady C font valoir à juste titre que chaque femme vit sa grossesse différemment et que les angles de prise de vue peuvent être trompeurs, ces échanges avec des professionnels de santé l'ont amené à une conclusion différente. Elle a notamment évoqué sa visite dans un refuge pour chiens où une femme enceinte de 8 mois et perchée sur des talons hauts s'est accroupie, puis relevée sans la moindre difficulté physique ni le moindre déséquilibre. Pour de nombreuses femmes ayant vécu la dure réalité physique du 3e trimestre, ces images évoquaient moins la biologie que la mise en scène. L'aspect le plus traumatisant de cette saga fut sans doute le choix du prénom Lilibet Diana. L'annonce fut présentée comme un hommage émouvant à une grand-mère adorée et à une mère disparue. Mais le récit de Lady C sur les réactions au palais fut à l'opposé de la bienveillance des médias. Elle décrivit une fureur froide au sein du cercle intime de la reine, un profond sentiment de violation qui dépassait le cadre de l'étiquette royale. Chez Lilibet n'était pas un surnom public. C'était un terme d'affection très personnel, utilisé presque exclusivement par le prince Philippe durant leurs 70 ans de mariage. Pour la reine, c'était une part d'elle-même, un nom qui lui était propre, lié à son enfance et à son époux. Le choisir sans son consentement explicite et enthousiaste fut perçu non comme un hommage, mais comme une appropriation commerciale de l'identité privée de la monarque. Le caractère stratégique de ce choix fut confirmé par des informations faisant état de dépôts de marques liées au nom Lily, effectués à peu près au même moment.
La fille du roi n'était plus seulement une enfant, elle était une marque. La réponse du palais à cet hommage fut d'une précision chirurgicale, une qualité dont William et Catherine sont passés maîtres. Dans leurs félicitations publiques, ils ont désigné le bébé par le prénom Lily, évitant soigneusement le surnom Lilibet. Dans l'univers du prince et de la princesse de Galles, où chaque mot est un signal diplomatique calculé, le message était sans équivoque. Le palais ne cautionnait ni le prénom, ni l'hypothèse d'un accord privé, chaleureux. C'était une protestation, en un mot, une indication discrète, mais éloquente de la position de la famille. Ceci nous amène au cœur constitutionnel du problème. Lady C et Tom Bower ne débattaient pas de la vie privée, mais de l'ordre de succession. La monarchie britannique n'est pas un club privé. C'est une institution constitutionnelle régie par l'acte d'établissement de 1701. La légitimité des enfants dans cet ordre de succession relève de la gouvernance nationale. Si le critère de filiation royale est remis en question, il ne s'agit plus d'un secret de famille, mais d'une affaire d'État. Le public soutient Lady C à un droit légitime à la vérité. Ce nouvel éclairage transforme le débat d'une simple rumeur en une question d'intégrité constitutionnelle. Pourtant, l'élément le plus significatif de toute cette controverse est le silence. Harry et Meghan se sont forgés la réputation d'être les membres de la famille royale les plus procéduriers de l'histoire. Ils ont poursuivi en justice les plus grands conglomérats médiatiques du monde pour atteinte à la vie privée, diffamation et prise de photos indiscrètes. Ils ont démontré qu'ils n'hésitaient pas à utiliser toute la force du système judiciaire pour punir ceux qui, selon eux, leur ont fait du tort. Ce qui rend l'absence totale de poursuites judiciaires contre Tom Bower et Lady Colin Campbell d'autant plus troublante. Lady C les a publiquement mis au défi de porter plainte, déclarant qu'elle se réjouirait de les voir interrogés sous serment. Un tribunal n'est pas un documentaire Netflix. C'est un lieu où les récits sont remplacés par des preuves et les porte-paroles par des témoignages sous serment. Le fait que le livre Betrayal de Bower et la sont de Charles Marchinet et de commentaires de Lady C restent impunis devant dans les tribunaux est pour beaucoup la cerise sur le gâteau. À mesure que la polémique s'amplifie, les questions se font plus pressantes. Pourquoi aucun médecin n'a-t-il été cité lors des 2 naissances? Pourquoi le traditionnel certificat médical signé par les médecins et affiché à Buckingham Palace n'a-t-il jamais été publié pour les enfants de Sussex? Si les documents sont aussi simples que leurs représentants le laissent entendre, pourquoi ne sont-ils pas rendus publics pour clore définitivement le débat? Dans le monde du cinéma commercial, la vérité est saignée, mais la vérité est la meilleure arme du héros. Mais dans le monde des Sussex, la vérité de Thomas est devenue un labyrinthe d'accords, de confidentialité, de versions contradictoires et d'irrégularités administratives. La polémique déclenchée par les révélations ADN et la rigueur de l'enquête menée par Bower et Lady C a replongé Harry au cœur d'une bataille qu'il croyait avoir gagnée. C'est un combat entre le droit à la vie privée et le devoir envers la couronne, entre une image moderne et soigneusement construite et l'inébranlable réalité historique. Tandis que le monde observe la prochaine vidéo, le prochain livre et le prochain silence, une question fondamentale demeure dans cette guerre pour la mémoire royale qui restera debout, une fois la mise en scène terminée et les faits avérés. Le silence de Montecito n'est plus un bouclier. Il est devenu un projecteur. Et sous ce projecteur, l'héritage des Sussex est réécrit par ceux-là même qu'ils ont tenté d'ignorer. Ils ne maîtrisent plus leur histoire. Elle appartient aux preuves, à la Constitution et à la quête inlassable de la vérité. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Le droit constitutionnel à l'information prime-t-il sur le droit à la vie privée des parents? Ou s'agit-il de l'atteinte ultime à la tranquillité familiale? La réponse pourrait bien déterminer l'avenir de la monarchie elle-même. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour suivre notre enquête approfondie
sur cette crise royale qui ne cesse de s'aggraver.